Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Est-ce qu'une machine pourrait un jour penser comme un être humain? La plupart des gens disent que non. Le problème, c'est que vous tournez la question d'une manière stupide. Ah oui? Il est évident qu'une machine ne peut penser comme un être humain. Une machine est différente d'une personne, et donc pense différemment. La véritable question, c'est est-ce qu'on doit, sous prétexte que quelque chose pense différemment de nous, en conclure d'office qu'il ne pense pas? Nous admettons tout à fait que les êtres humains soient très différents entre eux. Que nous prouvent ces différences de réaction, ces différentes préférences, si ce n'est que nos cerveaux fonctionnent différemment et que nous pensons différemment. Et donc, si nous pouvons le concevoir pour nous, nous pourrions le concevoir pour des cerveaux faits de cuivre, de câbles, d'acier. Un extrait du film Imitation Game, vous savez, ce film qui retrace la vie du mathématicien Alan Turing. Je vais vous demander votre réaction. Stéphane Malin, vous êtes mathématicien, vous êtes professeur en mathématiques appliquées aux sciences des données au Collège de France. C'est un peu obscur pour nous, mais vous allez très vite nous dire de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Effectivement, la notion de pensée, c'est quelque chose qui est très mal comprise. D'une façon générale, la conscience, c'est très mal compris. Ce qu'un ordinateur va faire, c'est quelque chose de différent, c'est d'appliquer des algorithmes, c'est-à-dire des séquences d'instructions qui vont vous permettre de transformer, par exemple, des nombres qui sont désordonnés en des nombres ordonnés en les comparant. Donc l'idée, c'est de décomposer des transformations en petites séquences d'instructions qui vont être appliquées par un algorithme. Est-ce que c'est une pensée? Probablement pas, ou certainement pas au sens humain du terme. Alors, je vous ai invité parce que vous êtes une star des maths, Stéphane Malin, et j'ai eu l'occasion de vous entendre à chaque fois. C'était particulièrement lumineux sur l'intelligence artificielle, mais il faut d'abord que vous nous expliquiez comment, vous, mathématicien, vous en êtes venu à travailler sur l'intelligence artificielle. D'abord, au départ, c'est un problème qui me fascinait quand j'ai commencé ma thèse dans les années 80. Mais à l'époque, c'était pas un domaine des mathématiques qui était très riche. C'était essentiellement basé sur la logique, un domaine intéressant, mais qui n'était pas le domaine qui m'intéressait le plus. Et donc, j'ai plutôt travaillé sur des problèmes, ce qu'on appelle de traitement de l'information, de comprendre comment on prend une image, on peut la comprimer, quels sont les problèmes mathématiques qui sont reliés à cela, quelles sont la correspondance avec d'autres domaines des sciences. Et puis, petit à petit, le domaine de l'intelligence artificielle a beaucoup évolué. Et depuis le début des années 2000, il y a des problèmes totalement fascinants en mathématiques qui sont apparus, notamment à travers l'apparition des performances extraordinaires des réseaux de neurones. Et là, il a fallu comprendre, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça marche aussi bien, comment ça se fait qu'un réseau de neurones est capable de résoudre des problèmes aussi différents que de la reconnaissance d'images, de la synthèse de texte. Alors j'aimerais justement que vous nous fassiez quelques définitions, Stéphane Malin, parce que donc on entend très souvent ce terme de réseau de neurones. Il y a un terme qu'on entend de plus en plus et qui mérite également une autre définition, c'est LLM. Alors c'était un acronyme anglais, Large Language Model. ChatGPT, DeepSeek, ça tout le monde les a entendus, sont des LLM. Dites-nous ce qu'est un réseau de neurones et ce que sont ces LLM, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle sont d'abord ces LLM. Alors, un réseau de neurones, c'est un algorithme qui va vous prendre en entrée des données, donc par exemple une image, par exemple un texte, et va donner la réponse à une question sur ces données. Donc ça, c'est typiquement le problème de l'intelligence artificielle. Et dans le cas, par exemple, d'une image, il va s'agir de reconnaître est-ce que c'est un chien, un chat ou un cheval, quel animal, et il va sortir la réponse. Dans le cas d'un LLM, il va s'agir, à partir d'un texte que vous avez donné, c'est le prompt, de vous donner la réponse à la question. Alors, comment est-ce qu'on entraîne le réseau de neurones? Dans le cas d'un système, d'un grand modèle de langage, on le fait en essayant de prédire le mot suivant, et c'est ainsi qu'on construit le texte petit à petit. Mais derrière ce réseau de neurones, il y a des paramètres et donc il y a toute une procédure qu'on aura le temps de décrire qui va permettre de petit à petit
construire ce système qui va avoir les performances qu'on observe maintenant. Alors, justement, c'est cela, en fait, qui est très intriguant. A priori, si je voulais apprendre à en reconnaître une tête, je dirais qu'une tête, c'est quelque chose de rond, avec une sorte d'objet étrange au milieu qui s'appelle un nez, et puis autour des oreilles. Est-ce que c'est comme ça que les ordinateurs apprennent, Stéphane Malat? Non. En tout cas, pas dans la version actuelle de l'intelligence artificielle. Il faut voir que l'intelligence artificielle est passée par deux phases. La première phase, entre, disons, les années 60 et 90, implémentait typiquement le genre d'algorithme que vous décrivez. Ça correspond d'une certaine manière à une vision rationaliste de la connaissance, où on se dit, voilà, si je veux par exemple détecter les pupilles dans un visage, les pupilles sont dans les yeux, qui sont à côté du nez, qui sont à l'intérieur d'une tête, et donc on a toute une série de règles qui va nous permettre d'obtenir le résultat. En réalité, ce n'est pas comme ça que les algorithmes d'intelligence artificielle actuels fonctionnent, qu'on appelle maintenant de l'apprentissage statistique, parce que cette approche, en fait, elle marche très mal à partir de règles, parce que les problèmes sont très complexes. Il y a plein d'exceptions. Vous pouvez avoir les yeux qui vont se retrouver devant des cheveux devant les yeux. Vous pouvez avoir des lunettes. Le problème devient de plus en plus compliqué. Le nombre de règles explose. Et toute cette approche qui a consisté à essayer de trouver le résultat en déduisant à partir de structures de base n'a pas fonctionné. La manière dont ça fonctionne, c'est d'une certaine manière avec un vote de plein de petites structures qu'on apprend dans l'algorithme. Donc, la manière dont l'intelligence artificielle et l'apprentissage statistique fonctionnent, c'est on a des données, donc la connaissance vient de l'expérience des données, et ces données, on les utilise pour essayer de prédire la réponse en ajustant les paramètres de l'algorithme qui vont être les poids du réseau de neurones. Et en fait, on apprend à partir des erreurs. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prédit une réponse qui est fausse, eh bien, on change les valeurs des poids du réseau de neurones jusqu'à ce que la réponse soit bonne sur les exemples qu'on connaît. Et ce que l'on veut, c'est que l'algorithme généralise, c'est-à-dire lorsqu'on a un nouvel exemple, eh bien, il va trouver la bonne réponse, bien qu'il ne l'ait jamais vue. Alors, c'est particulièrement important ce que vous venez de dire, Stéphane Malat. Donc, je le rappelle, vous êtes mathématicien, professeur au Collège de France, mais vous avez la tête philosophique également. Et si on suit votre raisonnement, ce que vous nous dites, c'est que finalement, aujourd'hui, les ordinateurs ne sont plus structuralistes. Le structuralisme consiste à dire qu'un visage, c'est par exemple un nez, des oreilles, mais vous nous dites que ça n'est pas cela, que la décision aujourd'hui, elle est délocalisée par les algorithmes. C'est une forme de faillite d'un modèle d'apprentissage. Comment est-on passé d'un modèle d'apprentissage à un autre qui est par exemple en vigueur dans ces LLM célèbres avec ChatGPT ou DeepSeek ? Alors, vous avez tout à fait raison. Cette version algorithmique, ça peut être vu comme une version très rationaliste d'une pensée cartésienne où on va petit à petit déduire les résultats. On est passé à une vision beaucoup plus empirique où la connaissance est issue de l'expérience, c'est-à-dire des exemples qu'on a déjà vus, mais on a de l'a priori. Et l'a priori, c'est ce qui va définir l'algorithme, qui va d'une certaine manière exploiter ces données. Donc, on peut voir ça comme une vision assez kantienne de la connaissance, où on part certes de l'expérience, des données, mais cette expérience, elle est exploitée par nos a priori. Et ces a priori, c'est l'architecture du réseau de neurones. Alors c'est justement ça qui me passionne, c'est qu'on est passé donc d'une optique structuraliste, je ne sais pas, Lévi-Strauss, disons, oui, à une optique kantienne, très empirique. C'est-à-dire que, vous m'avez plusieurs fois dit, Stéphane Malat, on obtient des résultats dont on ne comprend pas très bien l'origine ou, disons, les mécanismes qui permettent d'obtenir ces résultats. Oui, ce qui se passe, c'est que l'algorithme va petit à petit modifier les poids du réseau de neurones de façon à ce qu'il reproduise la bonne réponse.
La surprise, c'est qu'il soit capable de reproduire la bonne réponse sur des données sur lesquelles il n'a pas été entraîné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable de généraliser, ça veut dire que les réponses ont une certaine régularité, et toute la question, c'est de comprendre la nature de cette régularité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu, derrière ce changement de paradigme, un changement aussi d'un point de vue mathématique. On est passé de la logique à une analyse probabiliste de ces phénomènes, c'est-à-dire on ne va plus dire oui ou non, c'est vrai ou c'est faux, mais on a un passage graduel à travers les probabilités depuis non jusqu'à oui. Alors, ça veut dire qu'on a un peu abandonné un modèle très pavlovien d'apprentissage. C'est-à-dire, jadis, par exemple, on pouvait montrer des chats à un ordinateur et on le récompensait lorsqu'il reconnaissait un chat. On ne le récompensait pas lorsqu'il se trompait. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que non seulement, au terme donc d'un apprentissage, il peut reconnaître un chat, mais il peut faire des inférences au-delà de cette seule question. Alors, déjà, le fait qu'il soit capable de reconnaître un chat, quel que soit le type de chat qu'on lui montre, c'est déjà remarquable parce qu'il a vu que quelques chats et puis maintenant on lui en montre un nouveau, il est capable de le reconnaître. C'est-à-dire qu'il a été capable de comprendre que derrière ces exemples, il y a des structures spécifiques, la forme des oreilles, les spécificités du poil, etc., qui vont le différencier d'un chien, pardon. Donc ça veut dire qu'il a été capable d'extraire l'essence de ce que c'est qu'un chat par rapport à un chien, par rapport à un cheval. Ensuite, le fait d'être capable de reconnaître un animal par rapport à une voiture, qui est une question qu'on ne lui a pas posée, c'est un problème encore plus difficile que, d'une certaine façon, les LLM sont capables de faire, mais on en parlera peut-être. Voilà, justement, alors ça c'est un vrai problème philosophique, parce que quand vous dites il est capable de reconnaître ce qu'est l'essence d'un chat, mais en philosophie, on a beaucoup de problèmes, parce qu'on sait que des objets très simples, un jeu par exemple, une chaise, c'est très difficile d'en définir l'essence. Or, comment un objet inanimé comme un ordinateur peut-il réussir à comprendre ce qu'est l'essence d'un chat? Et on va aller au-delà avec des problèmes infiniment plus compliqués, Stéphane Mala. Vous avez totalement raison. J'aurais d'ailleurs pas dû parler de ce mot d'essence, parce que ça, c'est typiquement une vision rationaliste, et on voit que ça reste très fortement à l'intérieur de notre culture. En réalité, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il a des exemples de chats, et il est capable de voir que le nouveau chat que vous avez est plus proche des exemples de chats qu'on lui a donnés que des exemples de chiens. Et ça, c'est un point important. L'apprentissage est beaucoup plus proche de notions de géométrie, comme je parlais, et de probabilité, plutôt que de logique. Donc, ma langue à fourcher, ce n'est pas l'essence, mais c'est la proximité avec son expérience qu'il a déjà eue. Alors, je l'ai dit, vous êtes mathématicien, vous êtes notamment une star du traitement du signal. Est-ce que ça veut dire que dans l'intelligence artificielle, la principale question, c'est de transformer un chat en un signal, puisque bien entendu, un ordinateur ne voit pas des poils, des griffes ou bien des yeux? Alors, ça, c'est un problème qui est maintenant assez ancien, qui date des années 40-60. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Une image, comme vous le dites, ça peut s'appeler un signal. C'est un tableau de points. Chaque point a une valeur. 0 si c'est un point noir. Si c'est un point blanc, ça sera, disons, 255. Et donc, c'est un tableau de nombres. Et la grosse difficulté qu'on rencontre dans tous ces problèmes d'intelligence artificielle, c'est que c'est un énorme tableau de nombres. 1 million de nombres. Donc, il y a énormément d'images possibles. Et donc, trouver celles qui correspondent spécifiquement à un chat ou un chien devient extraordinairement difficile. Ça veut dire que finalement, on se heurte, et on va beaucoup en reparler, à la question tout simplement de la puissance de calcul, Stéphane Mala? Oui, la puissance de calcul devient un élément fondamental, et c'est ça qui a fait l'énorme différence entre les algorithmes qui ont été développés dans les années 70, 80 et la performance maintenant. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi la façon d'attaquer le problème, c'est-à-dire l'algorithmique. Il faut bien se rendre compte que si le problème n'est pas structuré,
quelle que soit la puissance de calcul, vous avez beaucoup trop de possibilités pour pouvoir attaquer ce problème. Et on va expliquer dans une vingtaine de minutes comment justement l'une des choses les plus importantes qui a été faite a été de structurer ces questionnements, puisqu'on voit bien que le réel est à la fois divers et continu, comment le représenter au travers de catégories qui soient mathématisables. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Stéphane Malat, je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France en mathématiques appliquées aux sciences des données. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Une journée spéciale que France Culture consacre à l'intelligence artificielle puisque s'ouvre aujourd'hui en France un sommet consacré à ce thème. Nous sommes en compagnie de Stéphane Malat. Vous êtes professeur en mathématiques au Collège de France, mathématiques appliquées aux sciences des données. Vous nous avez expliqué qu'il y avait eu une rupture dans la manière dont on envisageait l'intelligence artificielle. On était passé finalement d'une époque où on voyait les choses de manière très structuraliste. Il faut apprendre des structures aux ordinateurs, il faut découvrir les structures de la pensée, à une époque beaucoup plus empirique où on a une capacité de traitement des données beaucoup plus importante et où c'est l'ordinateur en quelque sorte qui va faire le travail et essayer de trouver comment s'organise, comment comprendre le réel. Pour continuer cette discussion, nous accueillons notre camarade François Saltiel. Bonjour François. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et j'aimerais que vous nous définissiez, Stéphane Malat, ce terme extrêmement usité aujourd'hui, les LLM, Large Language Model, puisque l'intelligence artificielle, aujourd'hui, la plupart du temps, ça veut dire ChatGPT, DeepSeek, Gemini, qui sont des Large Language Models. Pourquoi, aujourd'hui, ces formes-là se sont-elles imposées et comment ? Alors, comment ? Eh bien, comme on peut le voir maintenant, on voit que ces systèmes sont capables, à partir d'une question, de vous donner des réponses qui sont parfois remarquables. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, étant donné une phrase avec des mots, il va essayer de synthétiser le mot suivant. Et quel est ce mot suivant ? Ce mot suivant, ça va être le plus probable. Autrement dit, par rapport à la remarque que vous faisiez juste avant, comment on apprend à partir de l'expérience ? Eh bien, on apprend à faire des calculs de probabilité. Étant donné un contexte de mots qui sont les mots de la question, quelle est la probabilité ? On va essayer de trouver le mot qui a la plus grande probabilité de, au mieux, répondre à la question. Et donc, on va petit à petit construire une phrase à chaque fois en trouvant le mot suivant, qui est le mot le plus probable, étant connu les mots précédents. Autrement dit, une langue va être définie par le contexte. Le sens d'un mot est défini par le contexte, c'est-à-dire les mots qui sont avant. Et donc, le cœur de toutes ces techniques, de ces réseaux de neurones, c'est d'apprendre des probabilités. Et avec des probabilités, on peut répondre à toutes sortes de questions, que ce soit reconnaître des structures dans des images, que ce soit produire du langage, que ce soit jouer aux échecs, jouer au Go. Bon, alors, ChatGPT ou un autre modèle, d'ailleurs, nous étonne à chaque fois, nous fascine. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a, lorsqu'on passe d'une langue à l'autre, par exemple, lorsqu'on essaye de faire traduire par ChatGPT de l'anglais en français, eh bien, il y a ce phénomène empirique que vous évoquiez il y a quelques minutes, Stéphane Malat, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris à ChatGPT la syntaxe du français, la grammaire, puis la syntaxe de l'anglais, puis une grammaire. En revanche, ChatGPT va passer par une étape intermédiaire de traduction, une sorte de langue géométrique médiane. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bien, la manière dont ça fonctionne, c'est que le réseau de neurones va associer à ces mots une représentation numérique qu'on peut voir comme un point dans un espace géométrique, et la distance entre ces points va représenter la similarité d'une certaine façon des concepts sous-jacents, si bien que on va, pour différentes langues, être capable d'associer des mêmes points dans ces espaces géométriques, si bien que
une fois qu'on a appris cette structure de cœur, on va pouvoir s'adapter d'une langue à l'autre. Mais à nouveau, qu'est-ce que c'est que cette structure qui est sous-jacente? C'est une structure qui représente les similarités à travers ces calculs de probabilité. Étant donné un contexte, deux mots vont être similaires s'ils ont la même probabilité d'apparaître, étant donné le contexte. François Saltiel. Alors, puisqu'on parle justement de langue et d'international, on peut aller du côté de DeepSeek, dont on entend beaucoup parler ici, dans le grand public, en tout cas depuis quelques semaines. Donc, cette start-up chinoise qui est arrivée en créant son propre LLM, hein, son grand modèle de langage. On a entendu tout un narratif autour de DeepSeek disant que ça avait coûté moins cher et que cet outil utilisait de l'open source. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que spécialiste, déjà si on peut en savoir quelque chose sur cette idée que ça a coûté moins cher? Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut vraiment dire open source pour que les auditeurs, les auditrices comprennent? Alors, le fait que ça ait coûté moins cher, c'est vrai, parce que l'énergie, la quantité de calcul nécessaire pour l'entraîner est plus faible que les algorithmes qui existaient. Et la raison essentielle, c'est qu'au lieu d'entraîner ces énormes réseaux de neurones qui incluent plus de l'ordre de 1000 milliards de paramètres, ils l'ont divisé en sous-parties qu'ils appellent des experts et ils ont mélangé les avis de ces experts, c'est-à-dire ces sous-parties du réseau, pour obtenir la réponse et chaque sous-partie demande moins d'énergie à entraîner. D'accord, donc pour bien comprendre, c'est avant, justement, ChatGPT allait faire une analyse globale de toutes les données existantes et eux, ils ont adopté une stratégie un peu plus de ciblage, c'est-à-dire qu'en faisant travailler qu'une certaine partie des données pour délivrer la réponse, car ils ont réussi à la catégoriser ou à la thématiser? C'est plutôt une certaine partie de leur réseau, mais sur l'ensemble des données. Ça, c'est un élément. Et il y a un deuxième élément qui est une autre très belle idée, c'est que pour arriver à faire des systèmes de langage qui sont capables de raisonner, ils ont mis au point un système qui ressemble à la façon dont ces algorithmes jouent au Go ou aux échecs, d'apprentissage par renforcement, qui permet de mieux définir la chaîne de raisonnement qui va petit à petit, par exemple, produire une démonstration en mathématiques. Alors, lorsque j'ai découvert ChatGPT, j'étais comme tout le monde, j'étais complètement scotché sur cette application et c'est devenu en quelque sorte mon meilleur ami. J'ai entendu Yann Lequin dirige le laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, dire que les Large Language Models, autrement dit ChatGPT, n'étaient pas aussi originaux que ça. Je vais vous faire réagir, Stéphane Mallat, à ce que vous allez entendre. Sur l'autoroute qui nous mène à l'intelligence de niveau humain, les LLM, c'est un peu une bretelle de sortie. C'est-à-dire que c'est très utile, il faut développer ces technologies, ça sert à plein de choses, mais ce n'est pas l'ingrédient qui nous manquait pour atteindre l'intelligence humaine. Et la raison de ça est multiple, mais on peut se poser la question, pourquoi on a des systèmes comme ça qui puissent produire du texte dans le style Victor Hugo, ou même passer l'examen du barreau? Mais pourquoi on n'a pas de voitures autonomes qui se conduisent toutes seules, niveau 5, sans intervention humaine? Pourquoi on n'a pas de robots domestiques qui puissent faire tous les travaux ménagers, débarrasser la table, remplir la vaisselle, etc. Il s'avère que comprendre le monde physique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que comprendre la langue. La langue, c'est facile, c'est simple à modéliser avec les LLM. Et le défi de la décennie qui vient dans la recherche en IA, c'est des systèmes qui puissent comprendre le monde physique, qui aient une mémoire persistante, et des systèmes qui sont capables de raisonner et des systèmes capables de planifier. Alors, on a l'impression que ces quatre capacités, compréhension du monde, mémoire persistante, raisonnement et planification, sont quand même des composants essentiels de l'intelligence. Les LLM en sont essentiellement incapables. Voici donc la voix de Yann Lequin, l'un des grands personnages de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Mallat ? Alors, ce qu'on est capable de faire, ça semble toujours facile. Donc, maintenant qu'on est capable de produire du langage, on a l'impression que c'est facile, mais il y a 3 ans ou il y a 5 ans, ça paraissait extraordinairement compliqué. Ceci étant, donc, j'ai tendance à penser que non, ce n'est pas simplement une voie de sortie, mais Yann Lequin a tout à fait raison. Il y a d'autres problèmes qu'on ne sait pas résoudre, notamment l'interaction et la compréhension du monde physique. Et il y a aussi une raison derrière cela, c'est qu'on a besoin de causalité, de comprendre les liens de causalité. Or, tant qu'on n'est pas capable d'agir sur le monde, de voir le résultat,
on n'a pas d'information de causalité et les LLM ou ces techniques de réseau de neurones, pour l'instant, n'introduisent pas de lien de causalité. Mais alors, c'est une question extrêmement riche que celle-là, Stéphane Malat, parce que pendant très longtemps, si on suit donc le structuralisme, la linguistique chomskienne, on considérait qu'il y avait une parenté, une affinité extrême entre l'hominisation, le fait d'être un individu et la maîtrise du langage. Est-ce qu'aujourd'hui, où nous avons des large language models comme ChatGPT qui imitent à la perfection un être humain, est-ce qu'il faut revenir là-dessus ou est-ce qu'il faut, comme Yann Lequin, dire attention, produire du langage, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est de faire traverser un carrefour à une voiture autonome. Une chose est sûre, c'est qu'on a maintenant des ordinateurs qui sont capables de produire du langage et qui sont très loin des capacités du cerveau humain. Donc oui, les capacités du cerveau humain ne peuvent pas être simplement réduites à la capacité de produire du langage. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de comprendre le monde, d'avoir cette compréhension du sens commun, comme le mentionne Yann Lequin. Ceci étant, c'est un élément qui est très important pour structurer ces connaissances qu'on va obtenir du monde extérieur. Ça donne des représentations qui permettent d'organiser ces informations. Donc, c'est une étape qui est très importante, qui est utilisée, mais il y a une étape suivante, et cette étape suivante, on va la voir apparaître avec de plus en plus de robots qui vont apparaître avec de l'intelligence artificielle, qui, eux, sont capables d'interagir avec le monde et donc de donner des informations de causalité. Et là, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de l'intelligence artificielle. François Saltiel. Oui, effectivement, je voulais vous faire rebondir sur cette idée-là, car c'est ce qu'on entend justement des experts de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous disent que la phase d'après, c'est quand on pourra implémenter finalement la capacité, la puissance de calcul et la compréhension d'un chat GPT ou d'un large modèle de langage au sein d'un robot, c'est-à-dire au sein d'un être mécanique, parce qu'on s'imaginait tous le futur depuis très longtemps comme étant envahi de robots. Finalement, le futur, ça a plus été cet agent conversationnel un peu immatériel, mais qui nous fascine. Et c'est vrai que si on imagine la fusion des deux, c'est-à-dire entre guillemets cette intelligence, et je mets des guillemets intelligence, de cet agent conversationnel intégré à un robot, là, on se dit que peut-être on pourrait passer à l'étape suivante. C'est ce que vous pensez aussi également? C'est ce que vous imaginez être la prochaine étape de développement de la technologie de l'intelligence artificielle? Stéphane Malat. Oui, tout à fait. On le voit quand on regarde un bébé qui apprend. Il prend les objets, il les manipule, il les met dans la bouche et petit à petit, il acquiert une expérience du monde. De la même façon, quand vous allez avoir des robots qui vont interagir avec le monde, de nouvelles données vont être utilisées par ces réseaux de neurones. On aura la capacité de voir le résultat d'une action sur le monde et donc d'avoir des informations de causalité. Et effectivement, là, on va avoir une intelligence qui est beaucoup plus raffinée et peut-être plus proche de la nôtre. Bon. En attendant, il y a des applications immédiates qui bouleversent notre monde. Alors, on ne peut pas les quantifier puisque c'est évidemment extrêmement large. Il y a la question de l'éducation et de l'intelligence artificielle qui est une question qui vous intéresse particulièrement, Stéphane Malat. Oui, parce qu'il y a un véritable bouleversement à l'école. Les professeurs actuellement se retrouvent avec des élèves qui, chez eux, utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs en mathématiques, en français, en langue, si bien que se pose la question: quelle attitude avoir par rapport à ces outils? Est-ce qu'on les utilise et comment les utiliser pour que les élèves puissent apprendre? Et ça, c'est maintenant une question très fondamentale à l'école. Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites où ces outils sont utilisés en quelque sorte comme tuteurs, notamment en Afrique quand il n'y avait pas suffisamment de professeurs. Ça fonctionne. Mais la difficulté, c'est que l'apprentissage, elle passe aussi par le lien avec le professeur. Et donc, c'est en classe qu'il faut que les professeurs comprennent comment l'utiliser. Et là, on a un programme au sein du Collège de France et de l'École normale supérieure qu'on appelle Matadata, où on aide les professeurs, qui peuvent aller voir sur notre site. On fera un lien sur le site de France Culture. Pour utiliser ces outils. Et c'est notamment finalement une opportunité, par exemple, pour apprendre des maths. Pourquoi? Parce que grâce à ces challenges
d'intelligence artificielle, eh bien, on peut poser des problèmes qui sont très concrets et on se rend compte que derrière l'intelligence artificielle, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, des mathématiques, des implémentations informatiques. Et donc, c'est l'occasion de montrer aux élèves que les mathématiques, c'est l'opportunité de comprendre le monde et de comprendre les structures du monde et qu'ils peuvent le faire avec les mathématiques qu'ils apprennent au lycée. Bon, ben alors, justement, moi, je n'étais pas encore au lycée, je suis encore au collège, puisque j'ai fait la trigonométrie avec mon fils qui est en 3e, et j'ai demandé à ChatGPT de nous aider dans un problème extrêmement simple, donc avec une hypoténuse, un triangle rectangle, etc. Et je me suis rendu compte que ChatGPT n'avait pas la capacité, comme un vrai professeur, de se rendre compte de notre niveau de connaissance, ou plutôt de notre niveau d'ignorance. Comment on peut pallier ça, Stéphane Malin? Parce que c'est ça le vrai problème. Si vous voulez que l'ordinateur apprenne, nous guide, et notamment en maths, il faut qu'il comprenne qui nous sommes. Alors, il peut le comprendre en vous donnant des exercices. Et là, ce sont des versions spécialisées pour l'enseignement qui sont ajustées. Il vous donne des exercices, il regarde vos erreurs et au fur et à mesure, il ajuste les questions, les problèmes qu'il vous donne, ainsi que les explications. Donc ça, c'est tout à fait faisable et on voit, ça marche. Il y a des études qui montrent que ça marche. Mais ce n'est pas suffisant pour faire de l'enseignement et surtout pour motiver les élèves. On l'a vu pendant le Covid. Si jamais on est complètement isolé et qu'on a simplement une relation sur ordinateur ou par vidéo, l'enseignement n'est pas motivant et les élèves n'apprennent pas bien du tout. D'ailleurs, il y a eu une expérience récente à Londres avec le David College qui a essayé de mettre en place justement un outil d'intelligence artificielle pour remplacer un professeur. Et comme vous le dites très bien, la vie à l'école, ce n'est pas qu'une vie d'apprentissage, c'est aussi une vie sociale et d'interaction humaine. Et ça, la machine ne peut pas encore le compenser. Si on reste à l'école, on entend justement beaucoup de professeurs, d'enseignants dire que l'usage de ChatGPT, maintenant, c'est normalisé dans les classes. Ils l'utilisent d'ailleurs eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas ici un risque de délégation rédactionnel? Je m'entends. On sait tous aujourd'hui qu'on n'a plus le souvenir, par exemple, de nos numéros de téléphone dans nos répertoires, puisqu'on fait confiance à notre téléphone portable qui est devenu un peu une prothèse mnésique. Si chacun, au lieu de écrire nous-mêmes nos mails, on va passer par des agents, au lieu d'écrire nous-mêmes une lettre de motivation, on passe par des agents, et on sait que ces agents vont être de plus en plus présents dans notre quotidien, que pensez-vous d'un risque de cette délégation rédactionnelle qui va peut-être nous ôter notre capacité de pouvoir écrire dans une sorte d'économie de la flemme, qui est la nôtre? Si ChatGPT le fait pour moi, est-ce que demain je saurais encore écrire? Est-ce que vous pensez que c'est un fantasme, ça? Ou il y a un risque tout de même qu'on perde cette compétence, cette aptitude qui est celle de l'écriture? Stéphane Malin. La question que vous posez est très fondamentale. Pour les professeurs, il s'agit de comprendre comment utiliser ces outils pour que les élèves apprennent et notamment acquièrent les fondamentaux. Et les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à écrire, c'est apprendre à raisonner, c'est apprendre à faire des mathématiques et non pas simplement à poser une question et d'attendre cet objet un peu magique qui va vous donner la réponse. Et donc, oui, il peut y avoir un risque si c'est mal utilisé. Et c'est là qu'il faut vraiment bien penser d'un point de vue pédagogique par les professeurs, comment utiliser tout cela pour que les enfants apprennent les fondamentaux du savoir, et c'est possible. Bon, alors, il n'y a pas que les professeurs dans la vie, il y a aussi les journalistes. Et les journalistes, moi, par exemple, lorsqu'ils utilisent ChatGPT, ils sont très embêtés parce que ChatGPT se trompe. D'ailleurs, une fois, à l'antenne, j'ai fait une erreur en comptant un certain nombre d'objets liés à l'écologie parce que ChatGPT s'était trompé. Ces hallucinations, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sont-elles inhérentes au système? Est-ce que c'est ça, finalement, le défaut de ces structures mathématiques? C'est qu'elles sont géniales, sauf quand elles se trompent, Stéphane Malin. Alors oui, c'est d'abord une propriété très importante de ces systèmes. Ils font des erreurs, mais là, ce n'est pas si différent de nous-mêmes. Si vous faites passer un oral à un élève qui n'a pas révisé, vous allez voir que très facilement, il hallucine et il va vous donner des réponses qui sont complètement fausses. Ceci étant, ces systèmes font beaucoup plus d'erreurs qu'on en fait, et notamment, ils ne le disent pas quand ils font des erreurs. Donc, il faut avoir un regard critique, et c'est là qu'on revient à la question précédente. Il faut soi-même avoir des connaissances de base pour pouvoir filtrer,
comprendre quand il hallucine ou pas. Attendez, ils font pire, Stéphane Malin, ils mentent. Alors, les élèves, les journalistes, les politiques mentent aussi, bien sûr, évidemment. Mais inventer, par exemple, une citation de Camus, on le fait rarement. Lorsqu'un programme informatique vous donne une fausse citation de Camus, est-ce qu'il est possible, malgré tout, de lui demander à minima de dire la vérité? Ou est-ce que là aussi, et je vous avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi il ment, comment cela se fait-il que cet objet, qui est quand même un objet inanimé, ne dise pas, comme par exemple tout à l'heure j'ai fait une recherche sur Gemini, Gemini me dit « je ne suis pas entraîné pour faire ce que vous me demandez ». Pourquoi ChatGPT ne dit pas « je ne suis pas entraîné pour citer Camus ». Parenthèse, il n'y a pas d'intention de mentir quand même, Guillaume. Il n'y a pas d'intention. La machine ne cherche pas à nous mentir. Il n'y a pas une intention de nous manipuler. Non, la machine fait un calcul de probabilité. Donc vous lui posez une question et il dit la réponse la plus probable de ce que pourrait être une citation de Camus, c'est ceci. Et là, en l'occurrence, il se trompe parce qu'il a fait un mauvais calcul de probabilité. Donc il n'y a pas d'intention. Le calcul a été faux parce qu'il n'avait pas assez de données, probablement, pour faire un calcul précis. Oui, mais alors, ça c'est essentiel ce que vous dites. C'est pas du Mallarmé, Dieu ne joue pas au dé, mais c'est, ou plus exactement, pardon, ça c'est du Einstein. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard. C'est-à-dire, la réalité n'est pas probabiliste. Il n'y a pas de raison de confier une citation de Camus au hasard. Elles existent, elles sont dans des livres. Comment cela se fait-il que ce programme se trompe entre des probabilités et le réel ? Le réel, ces citations, elles ne sont pas probabilistes, mais l'apprentissage lui-même est probabiliste et la façon de faire des réponses est probabiliste. À nouveau, vous demandez à un élève la réponse à une question ou à n'importe qui, il va tenter sa chance s'il ne sait pas. Et tenter sa chance, d'une certaine manière, c'est donner la réponse qu'il estime la plus probable alors qu'il n'est pas certain que c'est la bonne réponse. François Saltiel. Alors vous parlez de chance, justement, on est à l'approche de ce grand sommet qui s'est ouvert et qui va aborder sa séquence culturelle à la BNF et politique au Grand Palais lundi et mardi. C'est quoi la chance de la France dans cet écosystème? On sait qu'on a des talents, on sait qu'on a des mathématiciens, on sait qu'on a une expertise. Quelle est la chance? Quels sont les atouts de la France entre la puissance, on va dire, financière des États-Unis, la puissance aussi chinoise? C'est quoi la place et la chance de la France pour exister et pour peut-être faire part des avantages comparatifs sur ce marché ou sur cette recherche autour des intelligences artificielles? Alors, vous l'avez mentionné, il y a un premier élément, c'est qu'il y a une excellente communauté mathématique et de très bons étudiants et ingénieurs qui ont des capacités en mathématiques très élevées. Par ailleurs, il y a un tissu maintenant de start-up et de jeunes entreprises qui sont extraordinairement dynamiques comme Mistral, Lighton, H et d'autres. Et donc, on a un écosystème qui, de fait, fonctionne bien. Maintenant, cet écosystème n'est pas aussi bien financé qu'il peut l'être aux États-Unis, voire même en Chine. Mais je pense que on est bien passé, effectivement, pour être compétitif. Ceci étant, il y a quelque chose qui est un peu différenciant, c'est que dans le contexte européen, on veut aussi régulariser tout cela, c'est-à-dire introduire un certain nombre de contraintes légales pour que tout cela soit le plus utile possible pour la population. Et donc, ça va être un élément très différenciant, c'est de comprendre en quoi on va adapter le système légal ou pas par rapport à une politique qui va, de toute évidence, être très différente aux États-Unis. Merci beaucoup Stéphane Malin. On va vous laisser rejoindre le sommet sur l'intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes professeur en mathématiques appliquées aux sciences des données au Collège de France.